Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Nous sommes avec Laurence Trochu ce matin. Bonjour Laurence Trochu. Bonjour. Alors vous êtes présidente du mouvement conservateur, membre du parti Reconquête, ancienne conseillère départementale des Yvelines et conseillère municipale. Et donc est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord le mouvement des conservateurs ? Quel est le mouvement des conservateurs ? Mouvement Il existe conservateur. depuis 2018. Alors il existe depuis 2018, mais il a une antériorité, c'est-à-dire qu'il est l'héritier de cette très belle initiative de 2013, Sens commun. Voilà. Et en fait, on m'a confié la présidence en 2018, donc on est là après l'élection d'Emmanuel Macron, et avec ce paysage politique dont on nous dit qu'il est complètement modifié parce que Emmanuel Macron dit être à la fois et de droite et de gauche, ou bien ni l'un ni l'autre, ou bien les deux en même temps. Voilà. Et en fait, à l'époque, on travaille auprès des Républicains, c'est-à-dire que nous sommes partis associés des Républicains. Et quand on prend une carte chez Sens commun, devenu mouvement conservateur, eh bien, on devient de facto adhérent des Républicains. Donc, j'ai pu siéger de ce fait dans les instances dirigeantes des Républicains, au bureau politique, en commission nationale d'investiture. Et j'ai vu que ce rôle d'aiguillon de la droite qu'on nous avait donné dès le départ, malheureusement, ne pouvait plus être une perspective pour les conservateurs, dans la mesure où il n'y avait pas eu de prise de conscience chez les gens de cette droite de ce qu'était le macronisme que Emmanuel Macron lui-même définissait comme un progressisme. Et nous avons fait ce travail, on va dire, intellectuel, vous voyez, parce qu'on a toujours considéré que l'engagement politique devait respirer de ses deux poumons, c'est-à-dire à la fois la réflexion et l'action, mais la réflexion en vue de l'action, c'est-à-dire que c'est ce qui nous distingue aussi d'un think tank. Et vous voyez, là, moi, je me suis dit, Emmanuel Macron, il faut comprendre qui il est, parce que aujourd'hui encore, là, dans tous les sujets liés au remaniement, beaucoup disent le macronisme, on ne sait pas ce que c'est, finalement c'est un pur opportunisme, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de colonne vertébrale. Moi, je soutiens le contraire. Je considère vraiment que Emmanuel Macron sait très très bien où il va, pour peu qu'on prenne le temps d'examiner notamment les déclarations qui ont été les siennes dès le début de son aventure, avec, n'oublions pas, ce projet qu'il criait de manière d'ailleurs ridicule, mais qui était théâtralisé. Moi, je considère que le progressisme d'Emmanuel Macron se caractérise par le refus de toutes les limites. Parce que la limite dans son logiciel est conçue et compris comme quelque chose qui vient restreindre la liberté. Alors que pour les conservateurs, la limite, c'est aussi ce qui protège. Voyez ? Alors, les limites que Emmanuel Macron veut repousser, c'est quoi ? C'est d'abord la limite de la nation dans sa dimension géographique, les frontières par exemple, et dans sa dimension historique. Puisque finalement, le progressiste, c'est celui qui considère que demain sera forcément mieux, donc on fait table rase du passé. Ce qui est neuf est forcément un progrès, alors qu'on sait très bien que tout changement n'est pas un progrès. Moi, je suis désolée, quand on a dans des maisons de retraite au Japon des robots qui viennent apporter le journal des personnes âgées ou bien les nourrir, j'appelle pas ça un progrès, vous voyez, du point de vue humain. C'est une performance technologique, mais ça n'est pas un progrès. Donc voilà, ce refus des limites qui font que d'emblée il se situe dans un champ, on va dire, post-national. Il ne résonne pas à l'échelle de la France, il résonne à l'échelle de l'Europe et à l'échelle internationale. En tout cas, c'est comme ça qu'il se définit. Deuxième limite qu'il refuse, c'est la limite culturelle. Enfin, n'oublions quand même pas que c'est un président qui, à plusieurs reprises, nous a dit qu'il n'y avait pas de culture française. Vous voyez ? D'où cet attrait pour le multiculturalisme. Un multiculturalisme où finalement, il faudrait accepter que la culture de ceux qui arrivent chez nous est au moins équivalente à la nôtre. Et donc, s'effacer à leur profit, sinon, évidemment, vous êtes en procès de tous les maux dont on nous accable dès lors qu'on essaie de défendre une identité française. Et puis, troisième limite, c'est la limite tout simplement humaine et biologique. Et c'est ce qui le fait rentrer dans une démarche transhumaniste. N'oublions pas, là encore, de nous appuyer sur ce qu'on a pu entendre depuis qu'il est au pouvoir. Un père, ça peut être une grand-mère. Voilà. Donc, vous voyez, voilà. Donc, refus des limites. Et c'est pour ça que le conservatisme correspond à un besoin
urgent là, parce que en fait, les Français, ils savent ce à quoi ils sont attachés. Et ils savent ce qu'ils n'ont pas envie de perdre. Donc vous voyez, conserver, c'est pas mettre dans une boîte de conserve et fermer de manière hermétique. C'est pas quelque chose de fixe. C'est pas quelque chose de figé. C'est quelque chose qu'on veut faire vivre. Parce que finalement, c'est l'âme de la France, tout simplement, qu'on a envie de faire vivre et de transmettre. Alors, on a bien compris justement quel était le mouvement des conservateurs et qui évidemment s'oppose à Emmanuel Macron. Alors, vous avez décidé de quitter le mouvement des conservateurs, les LR, c'était en mars 2023. Et aujourd'hui, donc, comment vous réagissez à l'annonce donc, de plusieurs LR au sein du gouvernement? Il y en avait déjà avant, mais là, il y en a d'autres. Vous ne regrettez pas ce choix? Alors, c'était antérieur à mars 2023. Ouais, c'était décembre 2021. C'est-à-dire, voilà, exactement. En fait, quand on a vu cette impasse, et cette impasse, on va dire, elle repose encore une fois sur le fait que je pense que les Républicains n'ont pas compris ce qui se passait avec Emmanuel Macron. D'ailleurs, il y avait même plus chez eux de pôle études. Donc, c'est dire le peu de cas qui étaient faits de ce travail de réflexion. Et en fait, la question qui était posée à la droite, et c'est Guillaume Tabar qui le dit très bien dans La malédiction de la droite, c'est est-ce que cette droite-là, des Républicains, elle a avec Emmanuel Macron une différence de nature ou une différence de degré. Et malheureusement, ce que moi j'ai pu constater, c'est que la plupart, je ne dis pas tous, mais la plupart, ils ont simplement une différence de degré. C'est-à-dire qu'ils sont dans le logiciel macronien progressiste que j'ai décrit, et puis à la marge, ils en corrigent tel ou tel effet. Mais ils ont... Vous voyez, pour avoir une différence de nature, ça veut dire qu'il faut poser sur la société et sur la France un regard fondamentalement différent. Il faut s'inscrire dans une ligne qui n'est pas celle du progressisme post-national, multiculturaliste et transhumaniste. Et tant qu'on n'a pas fait ce travail-là, eh bien, on ne peut pas savoir finalement quoi penser d'Emmanuel Macron. Parce que sa feuille de route, elle est très très claire. Alors bien sûr, là, il y a des nominations qui semblent conforter la droite ou des gens issus de la droite et qui nous font dire « Ah, mais finalement, il y a un virage à droite ». Mais non, il n'y a pas de virage à droite. Les ministres, ce sont des pions. C'est-à-dire que Emmanuel Macron sait très bien où il va, mais comme il sent quand même que de temps en temps, ça coince un peu et que les Français ne sont pas prêts à faire ça, eh bien, il place de manière tactique tel ou tel pour rassurer les Français. Et vous savez, ça me fait penser à ce jeu de dame chinoise que moi, j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'on sait où on va, on sait vers quelle couleur il faut se déplacer, mais si on n'y arrive pas, eh bien, on contourne par la gauche, par la droite. On peut même faire marche arrière de temps en temps, et ça permet de prendre plus de pions à la fois. Eh ben, c'est exactement ça. Sa feuille de route, elle est claire. Je pense que d'ailleurs demain, en conférence de presse, il rappellera son cap et son projet. Et n'oublions pas qu'il a annoncé dans ses vœux qu'il n'avait pas l'intention d'en changer, mais simplement, il est tacticien, en fait. Il est tacticien. Alors les LR sont les idiots utiles de cette stratégie. Ils font partie de la tactique qu'ils mettent en œuvre pour arriver à la stratégie qui est la sienne. Et finalement, les LR sont ce que Mathieu Bock-Côté appelait une non-gauche. C'est-à-dire qu'ils ne sont ni de droite ni de gauche aussi. Ils sont juste pas de gauche. C'était très intéressant dans le rapport de la refondation de la droite et du centre, parce que c'était appelé comme ça en 2018, c'était le travail que les LR avaient fait au lendemain de l'échec de la présidentielle. Mathieu Bock-Côté était très, très clair. Il disait si la droite se condamne à être une non-gauche, en fait, elle n'a tout simplement pas de raison d'être. Et ça veut dire qu'elle a déjà perdu parce qu'elle a déjà accepté que son logiciel de référence, c'était ce que la gauche édictait. Et c'est exactement cela. C'est-à-dire que aujourd'hui, alors on met à toutes les sauces les valeurs, vous voyez, mais sans jamais les définir, sans jamais revenir à la source. Et de fait, ce sont des valeurs, on va dire, relatives. Alors, je voulais revenir sur Gabriel Attal, parce qu'on en a beaucoup parlé. Gabriel Attal, donc tout nouveau Premier ministre, a seulement 34 ans. Alors, il a un bilan plutôt positif au sein de l'éducation nationale. Il l'a été seulement quelques mois, mais il a parlé notamment de l'abaya, du harcèlement scolaire, de l'uniforme. On peut dire que c'est plutôt des thèmes conservateurs. Alors, est-ce que vous pensez que pas son quinquennat, mais en tout cas son mandat en tant que Premier ministre va aller dans ce sens-là, ou que c'était seulement des éléments de com, évidemment, pour gagner en popularité à ce moment-là? Alors, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, les mesures qu'il a annoncées, ce sont des mesures qui pouvaient passer par le biais réglementaire, donc qui n'étaient pas difficiles à mettre en œuvre.
En revanche, Premier ministre, c'est faire passer des lois. Et donc, ça veut dire qu'on n'est pas simplement dans la gestion et la réglementation, on est dans la fabrication de la loi. Donc là, on va voir s'il a une efficacité ou pas, parce qu'évidemment, ça veut dire tenir compte des différentes composantes de la majorité, dont on voit bien ces composantes sont hétérogènes. Donc ça, c'est le premier point en termes d'efficacité, parce qu'on ne peut pas vraiment parler d'efficacité après 4 mois de présence dans un ministère. Ensuite, Gabriel Attal, certains l'appellent le mini-Macron, le mini-moi. Ça me semble assez juste. C'est-à-dire qu'un Premier ministre, c'est celui qui, de toute façon, doit décliner la feuille de route du président. Donc, il ne peut pas y avoir de différence fondamentale sur la vision du projet. Donc, à l'évidence, il adhère à ce projet progressiste que je viens d'expliquer et de dénoncer. Donc, je ne me fais absolument aucune illusion sur une soi-disant révolution à droite, voire conservatrice de Gabriel Attal. Et puis, il y a des prises de position sur des sujets qui me tiennent à cœur, que je vais rappeler parce que c'est quand même très révélateur. C'est quand même lui qui a dit être favorable à une GPA éthique, alors sans d'ailleurs définir ce qu'il entendait par éthique. Et puis, clairement, vous savez, quand un gouvernement est impuissant, il se réfugie dans quoi ? Il se réfugie dans le sociétal. On l'a vu sous François Hollande. Là, on a 2 sujets, c'est-à-dire la fin de vie, l'euthanasie, et puis l'IVG dans la Constitution. On se rattrape comme ça, finalement. Quand en plus, il faut caresser l'aile gauche pour, dans la tactique que je décrivais tout à l'heure, pour ne perdre personne en route, on va y aller. Et ce sont encore les plus fragiles qui vont en faire les frais, c'est-à-dire les personnes à naître et les personnes en fin de vie. Parce que c'est ce qu'avait dit Philippe de Villiers, notamment quand Gabriel Attal est entré au ministre de l'Éducation nationale. Il avait dit, avec Pap Ndiaye, on a eu le wokisme, on aura le LGBT avec Gabriel Attal. Alors, est-ce que vous pensez que notamment... donc là, ce n'est pas ce qu'il a fait, il faut le reconnaître en tant que ministre de l'Éducation nationale, mais est-ce que vous pensez que c'est justement ce qu'il pourrait faire en tant que Premier ministre ? On l'a dit, il est plutôt à l'aile droite de la Macronie sur les sujets comme l'abaya ou le port de l'uniforme à l'école, mais d'un point de vue sociétal, il est plutôt à l'aile gauche, c'est-à-dire vous avez parlé de la GPA, PMA et puis l'euthanasie. Et puis n'oublions pas d'où il vient. Enfin, je veux dire, il a été engagé à 17 ans au Parti socialiste. Il est dans cette approche d'une société effectivement où la limite est perçue comme un manque de liberté. Donc oui, il y a le cadre dit autoritaire qu'il a essayé de mettre en œuvre à l'école, mais je veux dire, en 4 mois, qu'est-ce qu'on peut en tirer ? D'ailleurs, il va falloir voir dans les faits comment ça se passe, parce que moi j'aimerais bien qu'on ait un retour aujourd'hui. 4 mois après Gabriel Attal à l'Éducation nationale, y a-t-il encore l'abaya dans certains établissements ? L'uniforme, à quelle vitesse ça va être déployé, avec quelle conclusion et avec quel frein ? Et quand je vois que le ministère de l'Éducation est déjà à feu et à sang ce matin, avec des grèves qui sont annoncées en réaction aux propos du nouveau ministre, évidemment, on voit bien qu'il y a ce qui est dit, et puis ensuite, il y a comment c'est mis en œuvre, notamment avec les professionnels de l'éducation nationale qui auront aussi leur propre frein à lever. Alors, donc Gabriel Attal a choisi en tant que ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités Catherine Vautrin, ancienne UMP, ancienne LR. Et pour le syndicaliste, le docteur Olivier Mieleron, c'est la manif pour tous, carrément, qui rentre à l'Élysée. À l'Élysée, c'est extraordinaire. Qui est Catherine Vautrin ? Parce que vous la connaissez. Catherine Vautrin, elle s'est illustrée parce que, c'est certainement à cette référence-là au nom de cette référence-là qu'elle est taxée de conservatrice. Elle s'est illustrée parce qu'elle a participé aux manifestations contre le mariage dit pour tous en 2013-2014. Donc ça ferait d'elle une conservatrice, sauf que en fait depuis, comme tous ceux de LR qui ont participé à ces manifestations et qui ont, on va dire, pignon sur rue, elle regrette en fait. Évidemment, tout le monde peut se tromper, donc aujourd'hui, c'est une position qu'elle n'assume plus. Vous savez, c'est toujours la société a changé, donc il faut l'accompagner. Oui, mais si on me dit que la fameuse don gauche. voilà, exactement.
Mais alors pourquoi avoir choisi Catherine Vautrin à ce poste clé ? C'est aussi pour donner des gages à LR à ce moment-là, parce qu'on le rappelle, à l'Assemblée nationale, donc la Macronie n'a pas la majorité, donc essaye de phagocyter, de s'accaparer aussi les LR je pense à l'Assemblée. Que Emmanuel Macron a dissous la gauche. Objectivement, le Parti socialiste a été très très affaibli. Je pense que son deuxième volet, c'est d'attaquer la droite de cette manière-là. Donc les débauchages font partie de la tactique. Ça vient fragiliser. On est quelque temps juste avant les européennes. Donc évidemment, la question encore qu'on peut se poser, c'est ces gens qui sont chez LR aujourd'hui, pourquoi y sont-ils ? Vous voyez, je pense qu'il y a des élus qui restent là parce qu'ils n'ont pas été appelés pour aller ailleurs. Il y en a certains qui restent là parce qu'ils restent fidèles, comme ils le disent, à leur famille politique. Et moi, à ceux-là précisément, je dis, mais finalement, ce qui compte, c'est quoi ? C'est être fidèle à un moyen, parce qu'un parti politique, ça n'est rien d'autre qu'un moyen, ou c'est être fidèle à ses convictions. C'est ce choix-là que nous avons fait avec les conservateurs quand nous avons quitté LR. C'est-à-dire que, voyant que LR ne pouvait plus porter les convictions qui sont les nôtres et que donc ça devenait inefficace, parce que c'est quand même ça que vise l'action politique, c'est l'efficacité, eh bien nous nous sommes dit, c'est pour rester fidèle à nos convictions, il ne faut plus être fidèle à cette famille politique. C'est ce choix-là que nous avons fait. Alors au mouvement conservateur, Laurence Trochu, évidemment vous êtes attachée à l'éducation, et la nouvelle ministre de l'Éducation, c'est Amélie Oudéa-Castéra. Alors vous dites qu'il y a une ligne dans la Macronie, mais c'est vrai que c'est difficile à comprendre en termes d'éducation, parce qu'il y a eu donc Michel Blanquer qui était plutôt, on va dire, l'aile droite, puis après il y a eu Pape Ndiaye qui était le wokiste, Gabriel Attal qui on n'a pas vraiment toujours compris véritablement ce qu'il pensait, et là donc il y a Amélie Oudéa-Castéra qui a déjà suscité finalement un tollé, parce qu'elle a mis ses enfants dans l'école privée en expliquant qu'il y avait des difficultés de remplacement dans l'école publique. Donc c'est encore un tollé de la Macronie, puis cette espèce d'hypocrisie. Évidemment, ce sont des gens qui donc sont ministres de l'Éducation nationale, de l'Éducation, donc qui devraient pousser évidemment leurs enfants à être dans le public, mais qui les mettent dans le privé. Tout simplement, elle est lucide. Elle est lucide, et le choix qu'elle a fait, c'est tout simplement le choix de la liberté scolaire. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, vouloir dire qu'il n'y aurait qu'un modèle qui serait l'école publique, c'est ne pas jouer la complémentarité sur laquelle s'est construite l'éducation en France. Et aujourd'hui, on a des écoles publiques, on a des écoles privées sous contrat, on a des écoles privées libres du contrat avec l'État. Et c'est aussi cette complémentarité-là qu'il faut maintenir. Et puis, il y a l'instruction en famille qui a été complètement démantelée, ne l'oublions pas non plus. Donc, vous voyez, c'est cette volonté d'uniformiser, en fait, c'est ça qui verrouille complètement l'éducation en France. Avec les résultats PISA que nous avons, je pense qu'on aurait tout intérêt à garantir cette liberté de choix des parents, parce que n'oublions pas que ce sont eux les premiers éducateurs de leurs enfants. Alors après, je dirais, moi, le collège Stanislas, je le connais, parce que j'ai eu 2 enfants dans cet établissement. Et de fait, aujourd'hui, j'ai envie de dire, même l'école privée, voilà, il y a de tout aussi dans l'école privée. Et Stanislas fait partie de ces établissements qui restent exceptionnels et qui misent sur l'excellence. Et encore une fois, ce qui compte dans l'éducation, c'est pas d'avoir le plus grand verre, ou voilà. C'est ce qui compte, c'est que un enfant, qu'il ait un petit verre ou un grand verre, qu'on lui permette de remplir ce verre. Vous voyez, ils n'ont pas tous les mêmes compétences, ils n'ont pas tous les mêmes appétences, mais le plus important dans l'éducation, c'est de permettre à chaque enfant de donner le meilleur de lui-même. Et le collège Stanislas est précisément de ces établissements qui œuvrent à cela. Et ce faisant, voilà, encore une fois, cette liberté de l'enseignement, ça doit être un des piliers, ça devrait être un des piliers. Alors, est-ce que la ministre, au-delà de la polémique, sera capable de tenir cela, ou est-ce qu'elle va d'ores et déjà faire son mea culpa ? Les jours qui viennent vont nous le dire, parce qu'elle est sous pression. Alors, on va continuer à parler d'éducation avec vous, Laurence Trochu. Je rappelle, vous êtes présidente du mouvement conservateur. Nous, il est 9h, c'est l'heure du bulletin d'actualité avec Adèle Rosner, puis on revient vers vous. Vue de
Oh. Alors Laure Ostrechu, nous parlions d'éducation et notamment de la ministre de l'Éducation Amélie Oudéa-Castéra. Il y a donc un sondage, je crois, sur l'histoire-géographie qui est complètement aberrant. Notamment, les gens ne connaissent pas les dates, ont du mal à se repérer chronologiquement dans le temps. Est-ce que ce n'est pas finalement ça, une des priorités de l'éducation nationale, au-delà de connaître, je ne sais pas si certains grands auteurs ou figures historiques, leur orientation sexuelle, est-ce que ce n'est pas justement plutôt de savoir qui a fait quoi, à quel moment ? Oui, en fait, oui, ce sondage absolument effrayant fait à la sortie des collèges où, je crois, 60% des personnes interrogées ne savent pas ce qu'est la rafle du Veldiv, la Shoah, etc. Donc il y a un manque cruel, mais qui traduit cet effondrement, qui traduit aussi le fait que l'école ne sert plus à acquérir les savoirs académiques. C'est-à-dire qu'il y a tout ce passif qui nous vient quand même des années 80, qui est la rencontre entre une volonté politique qui est de faire de l'école le nouveau terrain de jeu de la lutte des classes, et puis une tendance pédagogique qui considère que la personnalité du maître est oppressante par rapport à l'élève et que dans cette volonté d'égalitarisme, eh bien, il faut que l'élève soit l'auteur de son propre savoir et ça a changé en fait les méthodes d'enseignement de manière assez terrible. Le résultat, on le voit très clairement, c'est l'effondrement dans les classements PISA, c'est notamment sur les matières fondamentales, lire, écrire, compter, des résultats catastrophiques. Et c'est, au-delà de l'aspect académique, la perte du jugement critique, c'est-à-dire quand on ne sait plus analyser, quand on ne sait plus raisonner, quand on n'a plus les outils pour le faire, on peut vous faire rentrer n'importe quoi dans le cerveau. Les pires idéologies peuvent rentrer dès lors que les élèves qui sont en pleine construction n'ont pas les outils pour contrecarrer en fait des idéologies que moi je n'hésite pas à dire mortifères. Enfin, je veux dire, en pleine construction, dire à un adolescent qu'il peut devenir un garçon s'il est une fille ou une fille s'il est un garçon, c'est mettre en danger gravement la santé mentale des enfants. Et aujourd'hui, voilà, on en arrive à des situations dramatiques qui traduisent, vous voyez, qui sont la conséquence en fait de ces choix qui ont été faits sur ce qu'est devenu l'école. Et là, il y a vraiment une urgence parce que en bout de chaîne, tout ça, ça va se savoir, ça va se voir. C'est-à-dire que si un plombier est mal formé pendant sa scolarité, le client, au final, il va se rendre compte qu'il y a des fuites. Donc, ça va avoir des conséquences économiques terribles dès lors que la France va avoir des professionnels ensuite qui ne seront plus professionnels. Vous voyez, donc pour notre productivité, pour le rayonnement de la France, pour nos savoir-faire, on va manquer cruellement de gens compétents, bien formés, quel que soit le type de métier. Et je pense qu'on en verra les conséquences économiques d'ici peu. Parce que justement, on a l'impression que l'éducation aujourd'hui est cantonnée seulement pour faire des consommateurs et des travailleurs potentiels dans un monde libéral. Mais le mouvement conservateur, vous défendez évidemment l'éducation comme pour élever littéralement. Un élève, c'est fait pour s'élever. C'est fait pour s'élever. Et puis aujourd'hui, l'instruction, parce que finalement c'est ça la mission principale de l'école, plus que l'éducation, l'instruction, elle sert à trouver un métier. Et c'est pour ça qu'il y a aussi toute une réflexion à mener sur les voies professionnelles. Moi, j'y tiens beaucoup parce que je vous parlais tout à l'heure de ces vers, de ces petits vers, de ces grands vers. Il y a des élèves qui, à l'évidence, seront heureux en étant orientés vers des voies professionnelles, mais pour peu qu'elles ne soient pas considérées comme des voies au rabais dans lesquelles on ne met que ceux qui n'ont pas pu aller en voie générale, vous voyez. Et ça, pour l'instant, ni Gabriel Attal, ni le nouveau ministre n'en ont parlé. Donc, il y a quelque chose d'inquiétant. Je parlais tout à l'heure de la complémentarité. Il y a quelque chose d'inquiétant là, dans la complémentarité des profils pour faire fonctionner ensuite l'économie
l'autonomie d'un pays. Alors, je vous propose qu'on parle donc des élections européennes qui arrivent très vite. Alors, vous avez signé l'appel transpartisan de Jean-Frédéric Poisson que nous avons reçu jeudi dernier avec notre journaliste Maude Koffler. Pourquoi vous avez voulu signer cet appel de Jean-Frédéric Poisson transpartisan ? C'est quelque chose qui est important, notamment pour ces élections et pour l'impact évidemment de ces élections européennes. Vous savez, le mouvement conservateur, et c'est la même chose pour Viat, Jean-Frédéric Poisson et pour le CNIP de Bruno Nord, nous nous inscrivons aux côtés de Marion Maréchal dans cette démarche d'une droite civilisationnelle. Droite civilisationnelle qui doit reposer sur ses deux jambes. La première jambe, c'est celle de la défense de notre identité, de notre mode de vie qui est hérité, on va dire, de la culture chrétienne du continent européen. Voilà. Et nous n'avons pas envie, à ce titre, de voir disparaître justement ce qui a fondé cette culture. Et puis, cette culture, cette civilisation à laquelle nous appartenons, elle a aussi dessiné une conception de la personne humaine. Si aujourd'hui nous considérons qu'un homme et une femme on relève d'une égale dignité, si nous considérons qu'une personne âgée a autant de valeur qu'une personne en pleine possession de ses moyens, eh bien c'est parce que tout simplement le christianisme nous a pétri de cette considération sur la personne humaine. Et aujourd'hui, il y a urgence aussi à porter dans le débat public cet attachement à la dignité humaine. Et donc, vouloir promouvoir une droite civilisationnelle, c'est exactement ça. C'est à la fois défendre notre identité et notre culture, et c'est défendre la notion même de personne humaine. Et dans ce débat qui s'ouvre, les conservateurs veulent aussi que cette voix-là soit portée, parce que ça dit quelque chose de l'avenir de notre société. Et nous, particulièrement les conservateurs, nous sommes attachés à l'enjeu démographique qui ébranle les vieilles nations européennes, parce que il y a tous les jours dans l'actualité française des articles qui nous montrent l'effondrement de la natalité en France, mais c'est la même chose en Italie. Aujourd'hui, en France, le taux de renouvellement des générations n'est plus assuré. Les chiffres sont catastrophiques, et tout cela en 10 ans. Et pourquoi en 10 ans ? Parce que c'est intimement lié à la politique familiale détruite par François Hollande. Et n'oublions pas que Christiane Taubira, quand elle a promulgué, quand la loi mariage pour tous a été promulguée sous son impulsion, eh bien, elle nous a parlé d'un changement de civilisation. Donc, ce changement de civilisation, en 10 ans, nous en voyons les conséquences, c'est l'effondrement de la natalité. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en France, vous savez, les retraites, ça pèse pour 14% du PIB. La politique familiale, ça pèse pour 2,2% du PIB. Donc vous voyez un peu la traduction de cet effondrement des préoccupations de politique familiale. Alors certains vont dire, bah oui, mais c'est pas problématique parce que en fait, on va avoir une immigration de remplacement qui va venir justement équilibrer la démographie. Aujourd'hui, l'immigration, ça représente déjà 21% de la population. Avec l'enjeu identitaire et civilisationnel dont je parlais tout à l'heure, on voit comment la démographie et l'immigration sont intimement liées, et la France, elle se rapproche de l'Italie à grands pas. Et aujourd'hui, finalement, quand on regarde les pays qui s'en sortent bien, quel est celui qui fait figure de modèle ? C'est la Hongrie. La Hongrie, en 10 ans, elle est passée de 1,5 enfants par femme à 1,6 en 10 ans. La France, à l'inverse, elle n'a eu de cesse de s'écrouler, puisqu'on est passé sur la même période de 2 à 1,76 enfants par femme, sachant que le seuil de remplacement, il est à 2,1. Vous voyez, donc on a vraiment cette préoccupation majeure. Il faut que la démographie soit un des grands enjeux de la campagne européenne. Et c'est ça que les conservateurs vont porter, parce que la décision, elle est dans nos poches, comme dit Viktor Orban, mais elle est aussi dans nos têtes. Alors justement, quelles sont les propositions fortes de Marion Maréchal, défendue candidate Reconquête pour les élections européennes ? Quelles sont les propositions de Marion Maréchal, conservatrice, enfin en tout cas que vous avez influencée par le mouvement conservateur ? Alors Marion Maréchal ne s'est pas encore exprimée sur des propositions d'ordre programmatique, mais nous, les conservateurs, nous en avons de fait à
à proposer, ça présuppose bien évidemment que on définisse aussi les compétences de l'Union européenne par rapport à celles des nations qui la composent, des États-nations qui la composent. Donc évidemment, la révolution dans les têtes dont parle Viktor Orban, elle est à faire sur ces deux angles-là. Mais d'abord, ça veut dire que l'Europe doit être en soutien des pays membres, justement pour considérer que dans les têtes, nous n'allons pas nous satisfaire d'une immigration qui viendra pallier le manque d'enfants dans chacun de nos pays. Donc ça veut dire évidemment faire cette révolution intellectuelle qui consiste à ne pas se satisfaire de cela. Et donc aider les nations à mettre en place chez elles de véritables politiques familiales avec les volets économiques que cela présuppose. Évidemment, on ne peut pas considérer qu'aujourd'hui des potentiels parents nous diraient « j'aimerais bien, nous aimerions bien », mais parce que les contraintes économiques sont telles, nous ne pouvons pas. Enfin, une nation qui n'a plus d'enfants, c'est un pays qui n'a plus d'avenir. Vous voyez, donc c'est vraiment cette cause démographique qu'il va falloir porter dans le débat, parce que sinon, de fait, l'alternative à cet effondrement de la natalité, ce sera l'immigration. Donc la question posée par Marion Maréchal, c'est celle-là. C'est finalement, que voulons-nous pour nos pays, pour notre pays et pour le visage de l'Europe? Est-ce que nous voulons nous contenter d'être simplement à l'équilibre, mais avec une culture qui va empiéter sur une autre, ou bien est-ce que nous voulons redonner aux Français l'envie d'avoir des enfants, mais et de les faire grandir, parce que vous voyez, le défi il est double. On parlait de l'éducation tout à l'heure, c'est les mettre au monde, les faire grandir, et je dirais même aussi les protéger. On l'a vu tout à l'heure en évoquant les idéologies. Et puis dans les enjeux européens liés à la protection, il y a notamment les protéger du fléau de la drogue, parce que les chiffres là aussi sont absolument épouvantables. Je crois que le marché des drogues illicites, c'est devenu une des principales sources des revenus des organisations criminelles de l'Union européenne. Je crois que le chiffre est aux alentours de 30 milliards d'euros par an. Donc les premières victimes, bien évidemment, ce sont les jeunes. Et puis ça entraîne une montée des violences avec tout le réseau et tous les trafics. Évidemment, les enlèvements, les meurtres, les intimidations, etc. Et pendant ce temps-là, évidemment, on nous impose l'idéologie du genre. Et l'Europe dégage des budgets absolument faramineux dans des programmes qui sont absolument partout dans le domaine de l'éducation. Et je voulais vous parler de la GPA, de la gestation pour autrui, donc les mères porteuses, qui évidemment est une préoccupation européenne, parce qu'on le sait, il y a certains pays européens donc, qui ont légalisé la GPA, et donc il y a des couples français, donc souvent des couples homosexuels, qui peuvent donc faire des GPA à l'étranger en Europe et faire reconnaître après donc, les enfants en France. Donc ça, c'est aussi une législation d'un point de vue européen, évidemment, à maîtriser. À maîtriser. Vous savez, quand en 2017, nous, les conservateurs, nous soutenions la candidature de François Fillon à la présidentielle. Et François Fillon avait dit, il faut que nous ayons, nous, la France, que nous soyons la locomotive de cette lutte contre la GPA. C'est à nous de prendre l'initiative, justement, au nom de cette conception de la personne humaine que nous avons, qui, en aucun cas, ne peut être considérée comme un objet qu'on achète ou bien un produit qu'on va mettre sur un marché et puis des femmes qui sont finalement des esclaves, parce que la raison pour laquelle elles vendent leur corps, elles vendent leur capacité à procréer, évidemment derrière c'est un business. Donc cette conception-là, elle n'a pas été portée, elle n'a pas été défendue depuis, si ce n'est par les conservateurs qui ne cessent de rappeler cette exigence morale à laquelle nous devons tenir, parce que le changement de civilisation, il sera là aussi. Et l'Europe, enfin les votes récemment au Parlement européen sont inquiétants, parce que justement, il y a un projet qui est passé qui consiste à dire que oui, bien sûr, certaines nations peuvent refuser la GPA, mais au nom justement de la libre circulation des biens et des personnes, on va obliger les pays membres de l'Union européenne, même ceux qui ne reconnaissent pas la GPA,
à justement transcrire à l'état civil. Voilà. Et il y a des pays qui se révoltent contre cela et qui, parce qu'ils osent ne pas valider cela, sont sanctionnés de toutes parts. Je pense à la Pologne, je pense à la Hongrie. Et voyez, en fait, quand la GPA peut pas rentrer par la porte, elle rentre par la fenêtre. Et de fait, elle s'impose à nous. Et vous voyez très bien comment ça grignote. Oui, ça grignote depuis 10 ans et c'est d'ailleurs pour ça que le mouvement conservateur, c'est pour ça que Exactement. vous avez créé le mouvement conservateur. Merci Laurence Trochu, je rappelle, vous êtes présidente du mouvement conservateur, membre du parti Reconquête et on continuera évidemment à suivre ces élections européennes avec vous. Merci beaucoup.